suis arrivé en 98 et ça existait déjà depuis 5 ans à ce moment-là. Et en tout cas pour ce qui est de la cinquième couche, j'ai un regard assez extérieur parce que quand je suis arrivé, ça n'était jamais qu'un groupe un peu informel qui s'auto-publiait principalement. Ils avaient juste ils publiaient un collectif où il y avait principalement leur production. On ne pouvait pas dire que c'était vraiment encore une structure d'édition qui allait commencer à publier d'autres auteurs et tout ça. Et ça s'est vraiment mis en place, je pense au tournant des années 2000. Je pense que c'est le cas de pratiquement tous ces groupes qui ont émergé au début des années 90, que ce soit en France, en Espagne, en Allemagne et ici en Belgique. Tous ces groupes qui émergent un peu partout sont une réaction ou simplement une réponse à l'impuissance eux-mêmes à trouver un éditeur et donc à commencer à s'auto-publier et puis après à tout doucement, progressivement créer des structures. Et alors il faut se dire qu'à l'époque, on parle d'il y a 20 ans, c'était beaucoup plus lourd de commencer à imaginer faire de l'édition. Il n'y avait pas la possibilité de faire des blogs évidemment, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas l'impression numérique, donc c'était encore soit des gens qui commençaient à faire de la sérigraphie, les photocopies étaient quand même très très pourries encore à l'époque, et si on voulait faire de l'offset, il fallait encore passer par des documents qui étaient photographiés dans une machine assez lourde. Enfin, c'est tout un processus qui fait que il fallait le vouloir quand même. Se pose quand même la question à un moment donné de quelque part se professionnaliser. Euh, Or justement, Joe, lui, il n'a pas une démarche d'auteur au départ Et toujours pas. et donc lui, il a une vraie formation d'éditeur. Donc lui, quelque part, c'est le vrai éditeur dans le groupe. Et les autres sont des auteurs qui essayent de jouer à être éditeurs et qui le seront peut-être jamais vraiment. En fait, on n'a jamais réussi à cerner notre politique éditoriale. Alors peut-être que ça peut donner lieu à un catalogue qui n'est pas immédiatement identifiable. À la rigueur, ça ne nous perturbe pas trop, parce qu'effectivement, euh, il y a des bouquins qui vont effectivement aller beaucoup plus vers les arts plastiques, d'autres vers la littérature. Il y a même, à un moment donné, on a publié une revue littéraire, donc on était aussi dans cet aspect-là. Un bouquin qui est plus en rapport avec la musique, des détournements, enfin, oui, des choses qui vont plus du côté du cinéma ou du théâtre aussi. Et donc, euh, on est vraiment assez instinctif dans nos choix. Toutes les absurdités se valent, mais on s'ennuie et on suffoque. On a envie d'articulations qui nous étonnent, de liens improbables, d'autres associations narratives. Les fonctions du récit nous ennuient et on suffoque. Le dessin, les textes et les thèmes qu'on choisit ne sont qu'un alibi. On s'ennuie et on suffoque. Est-ce que vous pourriez parler un peu de ce coup de grâce? Alors, l'idée avec cet appel à projet, c'était d'imaginer des récits qui ne fonctionnent pas selon une finalité, avec une intrigue qui se dénoue au terme du récit, et de justement proposer d'autres articulations, puisque c'est un des termes qui est utilisé là, pour proposer des alternatives. Voilà. Et ça peut être ça peut être le documentaire, enfin le reportage en bande dessinée, ça peut être quelque chose qui est de l'ordre purement métaphorique et poétique dans la façon de raconter. Euh, et du récit abstrait. Enfin, vraiment là, en tout cas dans le coup de grâce, dans toutes les contributions qui sont arrivées, on a vraiment toute une série de propositions qui font justement le contrepoint du récit classique. Pour nous,
l'autobiographie n'est pas centrale. Même s'il y a beaucoup de récits autobiographiques qu'on a publiés, y compris Judith Forrest, qui est une imposture, et qui par là, au contraire, déconstruit l'idée de l'autobiographie. Euh, quand il s'agit par exemple de Lettres à Pauline de Xavier, là on est plus. Je pense que déjà on est dans une forme épistolaire, euh, donc assez biaisée par rapport à l'autobiographie, et c'est davantage ce qui va être le sujet qui nous intéresse, donc ça va être sa mission d'ethno-linguistique, le rapport de l'Occident avec les Indiens en l'occurrence, ou le tiers-monde, enfin toutes ces considérations qu'on croise dans le livre. Même si on prend la toute première autobiographie qu'on a publiée, qui est La Tentation de Renaud Dehaene, là c'est tout le rapport à la religion, aussi le rapport entre l'Orient et l'Occident, enfin toutes ces questions-là qui vont être posées. Et oui, aussi la question du carnet de voyage. Et pour prendre l'autobiographie la plus atypique, c'est celle d'Aurélie William Levaux. On est sur le terrain autobiographique, mais on n'est pas du tout dans une. Parce qu'en plus, elle parle de sa grossesse, par exemple, mais on n'est pas du tout dans la reconstitution de la vie quotidienne où on la voit devant son miroir en train de se poser des questions, tout ça. Non, on est sur un plan totalement métaphorique. On est vraiment dans la poésie, parce qu'on tu évoquais aussi la poésie. Euh, et c'est toujours des façons très très biaisées du rapport à soi qui est posé. Euh, En tout cas, la liberté de création, c'est la première valeur. Donc, on va pas. On cherche pas à sortir un livre Pour financer. Pour qu'il soit rentable, quoi. On va, voilà, voilà. Excuse-moi. On va éditer par choix esthétique. Et puis derrière, voilà, enfin, on n'est pas dans une démarche où on se dit, ben voilà, on va sortir tel livre pour que ça se vende et que ça assure la pérennité des autres livres. Non, on va plutôt avoir la démarche d'un projet qui nous tient à cœur. On sort le livre et puis on voit à peu près comment ça fonctionne derrière. Mais Si jamais les finances ne sont pas encore là, bah, c'est pas grave, le calendrier est repoussé. Mais on ne va pas commencer à imaginer un plan marketing pour pouvoir trouver une solution qui va faire que ça va financer une partie du catalogue. On pourrait imaginer, voilà, on va créer un bouquin qui marche et puis ça va financer le reste du catalogue. Mais ça, c'est pas encore vraiment. Non, je pense que c'est pas du tout dans les plans. La question de l'exposition se pose toujours par rapport à la bande dessinée. La question est de savoir est-ce que ça a un intérêt de mettre une planche de bande dessinée qu'on a vue dans un livre qui a été faite au départ pour l'impression sur un mur. Or ici, justement, dans la mesure où les auteurs sont pour la plupart des plasticiens, il y a quelque chose de beaucoup plus légitime à imaginer de voir leur travail dans un autre contexte que celui du livre. et puis enfin là, on est sur notre exposition qu'on prépare, donc d'un de nos auteurs, Tommy Mystery. Donc pareil, ce qu'on montre dans les livres de Tommy, c'est voilà, ça va être ses illustrations, ses dessins. Là, sur l'exposition qu'on prépare, il va y avoir tout le côté installation, donc le côté de son travail qu'on ne voit pas dans nos livres et qui sera présent là. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir montrer ce que nos auteurs font en plus